L'énigme des plantes fanées. C'était un samedi de printemps comme les autres. Le soleil perçait à travers les feuillages tendres du parc. Les familles profitaient du calme. Les rires des enfants résonnaient près de l'étang. On entendait les oiseaux chanter et le grincement doux des balançoires. Léna, Nico et Théo, inséparables depuis la maternelle, étaient venus avec leurs parents respectifs. Le parc, c'était leur rendez-vous hebdomadaire. Ils adoraient jouer ensemble jusqu'au soir. Tandis que les adultes discutaient au bord du sentier, les enfants faisaient la course dans les allées en terre battue, sautaient par-dessus des troncs tombés et grimpaient sur les bancs comme des cabanes improvisées. C'est au moment du goûter, alors que tous étaient rassemblés près d'une aire ombragée, qu'une remarque apparemment banale lança toute l'histoire. « Tiens, c'est curieux, ces plantes sont toutes fanées ici », dit le papa de Théo en montrant un coin du parc le long d'un petit bâtiment en bois. « C'est vrai, répondit la maman de Léna. Elles sont toutes marron, flétries, comme brûlées. Pourtant, il a beaucoup plu cette semaine, ajouta le père de Nico. Les adultes haussèrent les épaules. Un mauvais engrais, un insecte. Leur attention se détourna vite, mais pas celle des enfants. Léna s'approcha de la zone. Il y avait là une vingtaine de plantes le long du mur extérieur d'une vieille cabane de jardin. Le contraste était saisissant. À peine 2 mètres plus loin, les plantes étaient vertes et les autres coins du parc regorgeaient aussi de fleurs et d'herbes en pleine forme. Regardez, c'est pas une maladie. En tout cas, c'est clairement localisé. Théo s'agenouilla près des plantes. On dirait que la terre est plus sombre ici, grasse presque. Et puis, c'est peut-être un hasard, mais toutes les plantes fanées sont situées tout contre la paroi de cette cabane. Ils firent instinctivement tous ensemble le tour de la cabane. Une porte verrouillée, des volets clos. De l'autre côté du mur, rien à signaler. Vous croyez que c'est un vandale ? Ou alors, il s'est passé quelque chose, et peut-être qu'il y a des gens qui utilisent la cabane. Ils ne savaient pas encore à quel point ils étaient proches de la vérité. Le dimanche suivant, ils revinrent, cette fois sans les parents. Ils s'installèrent sur un banc en face de la cabane. Pas trop près. En apparence, ils jouaient aux cartes, mais en réalité, ils observaient. Ils notèrent plusieurs détails. La cabane était fermée par un cadenas moderne. Des traces récentes de pas dans la terre, malgré la pluie. Un léger bruit métallique par moments à l'intérieur, comme un robinet ou une machine. À la pause déjeuner, ils firent le tour une fois encore. C'est Théo qui vit quelque chose d'étrange en s'accroupissant. Là, sous le mur, regardez, c'est particulièrement mouillé, plus qu'ailleurs. En s'accroupissant encore plus, on pouvait deviner une substance jaune qui goûtait très lentement dessous les planches du mur de la cabane. Léna gratta la terre avec un bâton et cela fit apparaître un tuyau rouillé sous la cabane. Il sortait de sous le mur et s'enfonçait sous la terre. La substance jaune venait clairement de ce tuyau. Léna fronça les sourcils. Ce n'est pas de l'eau. Ils décidèrent de revenir le lendemain, avec un plan. Le lundi, après les cours, ils revinrent avec une bouteille vide pour récupérer un peu du liquide, une lampe torche pour regarder à travers les fentes de bois. Et surtout, une bonne excuse pour les parents. On révise ensemble pour le projet de nature. À travers les interstices, ils virent un intérieur encombré. Un petit évier, un plan de travail avec des chiffons sales, des bouteilles plastiques sans étiquette, des sacs de gants, des outils, mais rien de précis. Ils prirent une goutte du liquide dans leur flacon et la bouchèrent. « On montrera ça à mon oncle chimiste, » dit Théo. « Il pourra nous dire si c'est dangereux. » Mais ce soir-là, la révélation arriva plus tôt que prévu. Alors qu'ils étaient cachés à l'arrière de la cabane, un homme arriva. Il portait une casquette, un grand manteau
et traînait un sac à roulettes. Il entra dans la cabane sans se soucier de rien. Quelques minutes plus tard, une voix surgit. Il avait mis son téléphone sur haut-parleur. « T'as eu les fûts ?» demanda une voix grave. « Ouais, il y a encore de quoi faire, mais je peux pas les garder ici, c'est trop voyant. T'as qu'à refaire comme la dernière fois. Tu jettes le surplus derrière la grille, à l'endroit que tu connais. Personne ne s'y rend jamais. » De quel endroit parlaient ces deux hommes ? Nico remarqua un indice qui allait répondre à cette question. « Eh, vous entendez ? Au téléphone, le fond sonore, vous reconnaissez ce que c'est ?» Les autres réfléchissaient en écoutant l'appel, mais Nico leur donna la réponse sans attendre. « C'est clairement un bruit de grosse chute d'eau, comme un barrage. » Léna rajouta. « Ah oui, le grondement sourd, rythmique, régulier, le bruit du barrage de la Frayère. » Ce n'était pas un bruit qu'on confond, ils le connaissaient tous. C'était ce bourdonnement d'eau et de turbines qui vibrait dans l'air quand on passait sur le pont. Léna fit un signe. Ils enregistraient avec le téléphone de Nico. Ils avaient maintenant 2 éléments. Le bruit du barrage, preuve sonore du lieu, l'aveu direct que des produits étaient jetés dans la nature. Le mercredi, ils pédalèrent jusqu'au barrage. La Frayère était un ancien site hydraulique, maintenant partiellement désaffecté. La plupart des gens n'y venaient plus. Ils fouillèrent les abords. Entre les arbres, au bord de l'eau, Léna trébucha sur quelque chose de dur. Sous un vieux filet plastique, ils trouvèrent 3 bidons blancs sans étiquette et une petite caisse métallique fermée par un cadenas cassé. À l'intérieur de la caisse, des gants usagés, des documents mouillés et une carte de visite partiellement lisible. On pouvait lire « G. Vernet, service de nettoyage express ». Ils prirent des photos. Il était temps d'alerter. Le jeudi, ils firent part de leur découverte à la mairie, avec l'aide de l'oncle chimiste de Théo qui confirma. « Le liquide que vous avez prélevé est un solvant toxique, interdit de rejet dans la nature. » L'affaire fut lancée. La police intervint. On découvrit que M. Georges Vernet, un entrepreneur de nettoyage industriel, utilisait illégalement la cabane du parc comme lieu de stockage et de préparation. Il travaillait avec des produits dégraissants puissants, normalement utilisés pour nettoyer des pièces mécaniques, des moteurs ou des sols d'usine. En réalité, son entreprise avait perdu ses contrats avec les zones industrielles locales, et pour réduire ses coûts, il avait commencé à fabriquer ses propres mélanges de solvants à base de produits interdits, bien moins chers, mais très dangereux. Plutôt que de payer des filières agréées pour évacuer les déchets chimiques, il les jetait dans l'évier et aux abords du barrage, pensant que personne ne remarquerait les dégâts. Mais les canalisations vétustes avaient laissé s'infiltrer le produit dans la terre, tuant les plantes, et le reste des déchets avait été caché près du barrage, loin des regards. Monsieur Vernet fut arrêté. La mairie lança un plan de dépollution et fit installer une caméra près des bâtiments abandonnés du parc. L'affaire Georges Vernet fit un petit bruit dans la presse locale. Le journal Le Courrier de la Vallée publia un article titré « 3 enfants aident à découvrir un dépôt illégal de produits toxiques dans le parc municipal ». Les autorités confirmèrent que M. Vernet agissait sans autorisation et qu'il avait déversé illégalement des solvants interdits dans les canalisations de la cabane et dans un terrain en friche près du barrage. Le parc fut temporairement fermé dans la zone touchée. Des techniciens vinrent assainir les sols et des barrières furent installées autour de la vieille cabane. La mairie annonça aussi qu'elle renforcerait la surveillance des bâtiments désaffectés. Léna, Théo et Nico furent invités par le maire qui les remercia et les félicita pour leur courage et leur persévérance. « Vous avez bien fait d'en parler à un adulte. C'est ce qui a permis d'intervenir à temps. » Il leur dit également que ce serait une chance pour la ville de les avoir dans le conseil municipal des enfants, au vu de leur discernement et de leur sens de l'observation. Quelques semaines plus tard, la cabane avait été entièrement vidée, nettoyée, repeinte et transformée en atelier pédagogique pour les enfants du quartier.
À l'intérieur, des panneaux expliquaient le cycle de l'eau, les dangers des produits chimiques et l'importance de la biodiversité. Des outils de jardinage étaient mis à disposition et un petit potager avait été planté juste derrière. Un petit écriteau, discret, était accroché à l'entrée. Il faut savoir oser poser les bonnes questions. La curiosité est parfois une qualité. Le jour où les barrières furent levées autour de la cabane, les 3 amis revinrent. Théo dit « C'est quand même fou de penser qu'on a trouvé tout ça à partir d'une remarque sur des plantes fanées. » Léna sourit. Nico haussa les épaules. « Le monde te montre des choses, faut juste apprendre à les voir. » Et ils repartirent, comme des enfants qui savent désormais qu'un simple détail peut ouvrir la porte d'un mystère.